Jean Roux, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter le 3e tome de Fils de Plouc, paru aux éditions Ouest France et intitulé « Changer la société » avec un point d'interrogation. Alors après nous avoir relaté avec truculence votre enfance en Bretagne, puis nous avoir livré une enquête historique sur la langue bretonne et l'école, vous revenez dans ce livre sur votre expérience de jeune adulte entre 1953 et 1971 dans une société en plein bouleversement. Alors avant tout, comment est-il né ce nouvel ouvrage et qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre la plume pour ce 3e tome de Fils de Plouc ? Eh bien parce que maintenant j'ai des petits-enfants qui arrivent à cet âge-là, ils ont entre 21 et 26 ans, et je me rends compte que leur vie ne ressemble pas du tout à ce qu'était ma vie de jeune adulte. D'une part parce qu'ils savent des tas de choses qui n'existaient même pas, dont je n'avais pas idée, et d'autre part parce que moi j'avais la foi quand j'étais jeune, c'est-à-dire que non seulement je ne croyais plus vraiment en Dieu, mais enfin, je vivais dans un monde où on était porté, où on croyait à un tas de choses. À quoi peuvent croire des jeunes d'aujourd'hui? Quel idéal mettons devant eux? Quelle utopie leur offre-t-on de réaliser? Je me demande, ça fait beaucoup de différence. Donc j'ai voulu montrer qu'il y avait des choses, oui, qui n'existent plus, comme le service militaire, des choses qui existent mais qui étaient tellement différentes, comme mes débuts à l'université, ou comme le Parti communiste que j'ai connu, qui faisait 1/4 des voix aux élections et qui était soutenu par à peu près la moitié des intellectuels. Et puis, je termine en me demandant de quoi suis-je responsable? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Alors, dans les 2 premiers tomes de Fils de Plouc, vous témoignez d'un monde qui a disparu et vous le faites revivre. Est-ce que pour ce 3e tome, la notion de témoignage était tout aussi importante? Oui, pour moi, oui. D'une part, témoignage, et d'autre part, aider ou pousser les gens à réfléchir. Parce que je crois que l'un des dangers qui nous guettent tous constamment, c'est d'être trop fortement conditionnés par le présent. C'est-à-dire d'avoir tendance à croire que ce qui est maintenant, ça a toujours été un peu comme ça restera à peu près ainsi, et de croire que ce que nous pensons, que nous croyons, eh bien, sera une vérité de toujours. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai du tout. Les choses changent vite et parfois de façon tout à fait imprévue. Moi, en février 68, j'attirais l'attention de mes étudiants sur le fait qu'au XVIIe siècle, il y avait eu des changements rapides et importants. Mais je ne pensais pas un seul instant qu'à partir du 22 mars, il allait y avoir sous nos yeux, parmi nous, un changement également très rapide et complètement radical. Alors justement, dans ce livre, à travers votre témoignage, vous nous plongez dans une société assez différente de la nôtre, puisqu'elle s'est beaucoup transformée et très rapidement, en très peu de temps. Et finalement, qu'est-ce que ce retour sur le passé peut nous apprendre sur notre société actuelle? Je crois, comme je le disais, que dans la société passée, on croyait à un certain nombre de choses et ça donnait sens à la vie. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont fortement conditionnés par une civilisation technique, une civilisation de consommation et manquent, je crois, au contraire, de nourriture spirituelle, de nourriture morale. Quand je dis de nourriture spirituelle, je ne pense pas seulement à la religion. Personnellement, je ne suis pas croyant, mais pourquoi pas la religion, surtout avec le pape actuel, et puis pourquoi pas la poésie, la philosophie. Je suis ici dans une librairie, je pense que la poésie n'est pas ce qui s'y vend le mieux. La poésie, ça ne se vend pas, donc la société actuelle met ça de côté. C'est grand dommage, parce que nous sommes certes des corps jouisseurs, nous sommes certes des consommateurs, mais
nous sommes aussi des gens qui avons une imagination, un esprit, une pensée. Ça ne se développe pas suffisamment. Et j'ai voulu montrer cette différence-là, tout en montrant que d'un autre côté, oui, la vie était plus difficile, le service militaire, parlons-en, et puis beaucoup plus encadré. Je n'aurais pas pu venir ici, par exemple, sans cravate. Un jour, un de mes collègues est venu au lycée, il avait oublié sa cravate, il a emprunté une cravate au concierge, parce qu'il fallait absolument... Et puis, avec ce livre, c'est aussi un parcours personnel que vous nous racontez et que vous nous livrez. Et tout au long de votre récit, vous remettez en question vos choix et vos engagements. La question de l'engagement, dans quelle mesure est-ce qu'elle a été pour vous au cœur de ce livre ? Elle est très importante pour moi dans toute ma vie, parce que moi, je suis né parmi les pauvres. Et j'en suis sorti. Je ne suis plus dans la pauvreté, ni même la pauvreté matérielle, ni surtout la pauvreté culturelle, pas du tout. Mais je n'ai pas oublié les autres. D'ailleurs, mes parents, mon frère, y sont restés, et mon frère en est mort prématurément. Et j'ai gardé cette solidarité-là, d'où mon engagement, et en particulier mon engagement au Parti communiste. Je commence par dire que jamais, jamais, aucun gouvernement n'a massacré autant de ses propres concitoyens que les gouvernements de Staline, de Mao Tse-tung, de Pol Pot. Des criminels exceptionnels. Mais ça, c'était une chose. Les communistes en France, ceux de la base, c'était tout à fait autre chose. Pour la simple raison que là-bas, le parti était le pouvoir. Et quel pouvoir! Tandis qu'ici, c'était l'opposition. C'est-à-dire qu'ici, le travail des communistes, c'était d'essayer de lutter contre une inégalité excessive, contre l'injustice, de promouvoir une solidarité. Et moi, je ne connaissais pas les dirigeants. Je ne savais pas que ces dirigeants étaient malheureusement plus ou moins au courant de ce qui se passait à Moscou et plus ou moins complices. Mais je connaissais les militants. C'étaient des gens d'une générosité extraordinaire, de vrais disciples de l'Évangile, vraiment. Alors, mon engagement, j'ai quitté le parti. J'en suis pas très fier parce que je ne l'ai pas quitté parce que j'avais des désaccords. J'en avais toujours eu des désaccords, oui. Mais je l'ai quitté parce que, moi, ma tendance, c'était l'enseignement et la recherche, c'est-à-dire un peu par intérêt, un peu par égoïsme, au lieu de continuer à distribuer des tracts et à coller des affiches. Voilà. Mais je continue quand même dans ma parole, dans mon enseignement, dans mes discussions, dans mes écrits, à lutter contre l'injustice, à la dénoncer en tout cas l'injustice, comme l'indique mon avant-dernier livre intitulé « Liberté, point d'interrogation, fraternité, point d'interrogation », mais « Inégalités au pluriel et en rouge, point d'exclamation ». La société actuelle est d'une inégalité non seulement moralement scandaleuse, mais socialement dangereuse. Combien de temps est-ce que des millions d'Européens accepteront de vivre dans la pauvreté beaucoup, dans la misère pas mal d'entre eux, sans se révolter? Et s'ils se révoltent, qu'est-ce qui peut se passer? Où sont les relais politiques? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Au terme de l'ouvrage, en conclusion, vous vous posez la question de quoi suis-je responsable ? Est-ce que c'est une question importante que tout le monde devrait se poser pour préparer l'avenir ? Est-ce que c'est cette question, selon vous, que les jeunes générations devraient se poser aujourd'hui ? Et quelles sont leurs armes aujourd'hui, puisque vous dites qu'il n'y a plus de politique, pour préparer une société meilleure ? Je crois que tout le monde devrait se demander ça, oui. Je crois que la plupart des gens se le demandent d'ailleurs. Ils font des choix et ils s'interrogent. Est-ce que c'est le bon choix ? Ils s'interrogent aussi, je crois, plus ou moins, sur leurs responsabilités par rapport aux autres, par rapport aux pauvres, par rapport aux mendiants, par rapport aux immigrés.
Ils s'interrogent même quand ils ne donnent pas une réponse très généreuse. Ils se sont quand même interrogés, c'est un début. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui ont une grande générosité, bien que la société où ils vivent les pousse à la concurrence individualiste, et ils sont individualistes, oui, en même temps, il y a une générosité. L'amour existait beaucoup moins dans la société de mon enfance qu'il n'existe aujourd'hui. Alors certes, c'est suivi aussi de divorces et de... Oui, oui, mais même les divorces souvent ne sont pas trop dramatiques. Et je crois que là, il y a vraiment une richesse. Et ça commence à se développer, d'ailleurs, les AMAP, le covoiturage, l'entraide entre les gens commence à fonctionner, y compris au niveau de l'économie. Mais malheureusement, ça ne pèse pas beaucoup à côté de Bayer plus Monsanto. Non, non. Cependant, je pense qu'un jour, les gens refuseront cette société qui est trop inégalitaire, cette société qui ne donne pas sens suffisamment, et essaieront, oui, de créer quelque chose. Comme on a créé les vieilles charrues, le festival du bout du monde, les écoles d'Iwan, personne n'aurait cru à ça. Et ça a un grand succès et c'est fondé dans les vieilles charrues ou le festival du bout du monde sur la population. Ça n'est pas des Parisiens à coups de subvention, ce sont les gens eux-mêmes qui ont porté ça et le public qui est venu. Ça, c'est, je crois, de beaux exemples à méditer.